Merci beaucoup au comité organisateur de m'offrir cette belle opportunité de venir discuter avec vous d'une de mes passions, la collaboration. Vous allez le voir, c'était peut-être pas naturel pour moi dès le début, mais la vie m'a invitée à piloter de nombreux projets collaboratifs. Je veux souligner la contribution de François Lausier-Jobin, qui a contribué à la mise à jour de certains écrits et à la réflexion derrière cette conférence. Puis remercier Danica Thériault, qui va m'aider avec l'aspect technologique qu'on va tenter avec vous pendant la conférence. Donc, peut-être simplement mettre en contexte un peu cette conférence. Donc, elle s'appuie sur les écrits liés à la collaboration, l'approche partenariale, mais c'est une conférence qui s'appuie principalement sur mes expériences. Je suis professeure depuis 4 ans et demi à l'Université de Sherbrooke, mais j'ai œuvré comme gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux pendant plus de 15 ans, où j'ai été amenée à piloter des projets d'envergure à la demande du ministère de la Santé et des services sociaux. J'ai peut-être croisé certaines personnes parmi vous dans l'implantation de bonnes pratiques cliniques et de gestion dans l'ensemble du réseau. Cette conférence-là s'appuie aussi sur mes fonctions actuelles où je suis amenée aussi à piloter des projets d'envergure. Vous connaissez peut-être le programme Hors-Piste qui vise la prévention de l'anxiété tout au long du parcours scolaire et maintenant l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Alors, je vous dis tout ça pas pour que vous me trouviez bonne, juste pour vous dire que j'ai toujours dit que mon chemin professionnel était au-delà de mes compétences relationnelles et de collaboration. Donc, tout ça pour dire que j'ai beaucoup appris sur le tas. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible qui perçoit plein de choses, donc j'ai été souvent paralysée par certaines situations. J'ai été amenée vraiment à développer mon intuition en lien avec la collaboration. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, puis quand on m'invite à faire ce genre de conférence-là, je ne suis pas une spécialiste de la collaboration. Donc, ce que je vais vous livrer, c'est vraiment un témoignage un peu personnel basé sur mon savoir d'expérience, où j'ai appris à tâtons, j'ai fait des erreurs, et tout ça, je le livre avec humilité. Alors, je n'ai pas la vérité. Je vais structurer le moment d'échange que j'ai avec vous autour des questions suivantes. Donc, d'abord, pourquoi collaborer? Qu'est-ce que la collaboration? On va voir des définitions hyper porteuses. On va surtout, par la suite, parler d'enjeux liés à la collaboration. Je vais être à l'affût de vos enjeux. Je vais vous partager 6 enjeux qui m'apparaissent névralgiques, que je rencontre souvent dans plusieurs projets. Puis, par la suite, on va reprendre ces enjeux-là, puis je vais essayer de vous partager des conditions facilitantes qui permettent de composer avec ces enjeux-là, à la lumière de mon expérience, mais à la lumière des écrits sur la collaboration. Puis je vais vous montrer aussi comment tout ça s'actualise dans un projet que je pilote présentement qui s'appelle le projet Diapason, qui tourne autour des enfants qui sont dans un contexte de négligence. Donc, pourquoi collaborer? Qu'est-ce que la collaboration? On a notre test. Je vous invite à reprendre l'application. Je ne vois plus Danica. J'ai un petit moment de vertige. Tu es là. OK, parfait. Donc, selon vous, une bonne collaboration, quel mot vous vient à l'esprit en lien avec bonne collaboration? Donc, partenariat de confiance, échange réciproque. Oh, j'ai de la misère à vous suivre. Vous êtes trop en feu ce matin. Je vais vous laisser répondre un peu parce que je commence à avoir mal au cœur à essayer de vous suivre. Donc, on voit qu'il y a des mots qui reviennent. Communication, entraide, ouverture, bienveillance, équité, réciprocité, écouter. Vraiment. Est-ce qu'on va pouvoir regarder les résultats de ça? Ça m'intéresse. Vraiment, vous n'avez pas besoin de moi finalement. Vous êtes déjà bien alignés en lien avec la collaboration. Donc, je vais poursuivre, mais vous allez voir que
je vais établir plusieurs liens avec ces mots que vous avez identifiés. Alors, désolée si vous avez des difficultés avec l'application, mais ça semble être très fertile. J'imagine qu'il n'y a aucune personne réfractrice à la collaboration dans la salle. Au cas que vous devez collaborer avec des personnes qui y croient plus ou moins, je veux juste vous partager une panoplie d'écrits qui nous invitent à collaborer. Donc, vous le voyez, la complexité des besoins de la population font en sorte qu'on n'est pas capable de régler la situation, de composer avec ces enjeux-là, nous seuls. Donc, toute l'importance d'avoir une approche qui mobilise d'autres partenaires, d'autres disciplines. Les recherches nous démontrent qu'une bonne collaboration permet d'entraîner des résultats positifs pour la personne usagère, que ce soit dans la qualité des soins, dans la continuité des soins entre les services ou les programmes. Une meilleure productivité aussi, au niveau des coûts, au niveau de l'efficience, au niveau de l'accès, et j'en passe. Donc, les résultats de recherche sont sans équivoque. La collaboration entraîne des aspects très positifs. Vous le voyez aussi, particulièrement avec la pandémie, les enjeux dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans le réseau de l'éducation, sont en augmentation. Donc, la collaboration devient incontournable pour composer avec ces enjeux-là, puis venir agir aussi sur les déterminants de la santé. Vous les avez ici, ces déterminants-là sont à tous les niveaux du système. Si on veut agir à chaque niveau, on se doit de collaborer avec plusieurs acteurs. Si vous portez comme moi une ambition de contribuer au mieux-être de la population, on n'a pas le choix que de venir agir au niveau des pratiques, des décisions et des politiques. Et si on souhaite faire ça, on n'a pas le choix que de collaborer avec de multiples partenaires. Et l'importance de la collaboration interprofessionnelle, interorganisationnelle, puis intersectorielle entre les différents secteurs de l'éducation, de la santé, du milieu communautaire devient incontournable. Comment collaborer? C'est là que c'est intéressant de voir que ce n'est pas évident de savoir comment. Quand on regarde les écrits sur le sujet, on se rend compte, puis il y a plusieurs auteurs qui le nomment, que c'est une aspiration qui est très attrayante, qui nous porte, mais qui est difficile à actualiser. Même chose quand on regarde du côté de la recherche partenariale, vous avez une définition ici qui est hyper porteuse quand on la lit, qui nous inspire comme chercheurs, mais concrètement, c'est plus difficile à actualiser qu'à dire. Donc, on va essayer de voir comment concrètement on peut l'actualiser. Je vous pose une autre question, la dernière, mais elle m'aidera pour les suites. Donc, dans vos collaborations actuelles, le principal défi ou enjeu est le temps, la rigidité, la communication, le manque d'ouverture d'esprit, l'accès aux services, les ressources, la disponibilité, l'épuisement, surcharge. Le manque de temps revient souvent, l'accès aux services, le manque de vision, le travail en silo, le manque de transparence, la considération de l'expertise de l'autre, le mouvement du personnel. Merci. Ça aussi, Danica, je vais vouloir recueillir ça. Vous avez vraiment identifié des enjeux super importants. Certains ne seront pas nécessairement au cœur de ce que je vais aborder, mais on va en toucher plusieurs. Je vous partage ici les 6 enjeux qui m'apparaissent davantage centraux. Ce n'est pas la première fois que je fais cette conférence-là où j'aborde ce genre d'enjeux-là. Puis habituellement, les gens disent « ouais, nous aussi, on est confrontés à ça ». Donc, vous me le direz dans la période de questions si ça résonne aussi pour vous. Donc, parmi ces 6 enjeux-là, le premier, lorsque certaines personnes sont au service du positionnement de leur ego ou de leur expertise. Alors, c'est quand on est autour de la table des personnes qui
débutent leur phrase souvent par « je »,« me »,« moi »,« mon expertise »,« ma vision », puis qui prennent pas mal tout l'espace de parole dans le cadre des travaux. Ou une personne qui est au service du positionnement de son expertise. « Hey, vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas dans votre offre de service, c'est à nous à faire ça. » Puis il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent se préoccuper de la prévention du suicide, par exemple. Donc, premier enjeu. Le deuxième, lorsque des personnes font de l'ingérence dans le rôle des autres ou qui ne comprennent pas ou ne connaissent pas le rôle des autres, des partenaires, ne connaissent pas nécessairement leur rôle dans le projet ou qui fonctionnent en vase clos ou en silo. Dans le cadre de la pandémie en santé mentale, on le voit, là, tout le monde réinvente la roue un petit peu partout au Québec. Développe des programmes, des initiatives sans nécessairement travailler en collaboration avec d'autres pour s'assurer de la complémentarité. Troisième enjeu, mettre en place des relations hiérarchiques où certaines personnes ont plus de pouvoir et décident. J'ai le droit de le dire parce que j'en suis une, mais les personnes professeurs, chercheurs, certaines, sont très bonnes pour établir ce genre de relations hiérarchiques. Donc, mènent des projets où elles invitent autour de la table d'autres personnes et de façon très subtile laissent entendre que leur savoir à eux, à elles, sont davantage pesants dans la décision. Autre enjeu, prendre pour acquis trop rapidement que la collaboration est établie. Donc, on embarque dans un projet d'envergure où il y a beaucoup d'enjeux et où on démarre trop rapidement dans les discussions très sensibles sur les enjeux, alors que la collaboration n'est pas encore établie, les partenaires ne se connaissent pas leur rôle. Autre enjeu, adopter une approche d'expertise directive, en mode push, pour convaincre en pensant détenir la vérité. Alors, la recherche est sans équivoque aussi là-dessus. Que vous soyez gestionnaire, superviseur clinique, parent, intervenant, formateur, professeur-chercheur, on est formés, nous, à adopter une approche d'expertise. La recherche nous démontre que dans les dynamiques qu'on installe, quand on utilise seulement cette approche-là où on tente de convaincre en poussant notre expertise, qu'est-ce que ça fait? La personne qui écoute, elle va faire comme vous faites là. Oui. Elle va partir, puis je n'aurais pas du tout influencé cette personne-là. Donc, autre enjeu, ne pas évaluer les processus et les résultats de nos collaborations pour les réajuster. Pensez à certains comités, projets où vous vous êtes investi pendant de nombreuses années, puis qu'à un moment donné, vous disiez, mais qu'est-ce que ça donne? Puis personne n'était capable de répondre. Okay? Donc, je reviens à chacun de ces enjeux-là, puis je vais essayer de voir avec vous des pistes de solutions qu'on peut mettre en place, inspirées d'écrits sur le sujet et de mon expérience. Donc, pour contrer l'enjeu d'être au service du positionnement de son ego, de son expertise ou de son établissement, dans les projets que j'ai menés, j'invitais les partenaires à se centrer sur les besoins de la population. Je disais, comment tu peux faire ça? De prendre le temps au début du projet de dire, on fait ce projet-là pour qui? Il ressemble à qui? La petite fille de Granby, c'était quoi sa situation? C'est quoi la situation des autres enfants qui vivent la même chose? Puis on peut même créer ce qu'on appelle des personas, tu sais, Nathalie, Véronique, on décrit des situations fictives qu'on met sur des dessins qu'on met autour de la table qui représentent ces personnes-là. Puis quand les dynamiques de collaboration s'éloignent puis reviennent à des dynamiques de positionnement personnel ou d'organisation, bien, on peut ramener les besoins de la population au centre de la table. Donc, de ramener les partenaires à la visée ultime de la collaboration. Pourquoi on est là? Pour quelle population on est là? Puis de valoriser beaucoup le leadership au service du bien commun. Dans certains milieux, dont en milieu universitaire, on valorise des vieux types de leadership. Si vous vous intéressez au leadership, il y a des typologies de leadership où les niveaux de base un peu dépassés sont le leadership au service de l'ego ou au service de l'expertise. Les nouveaux types de leadership au service du bien commun, comme David Suzuki, Barack Obama, c'est des types de leadership qui ne sont pas encore assez valorisés dans nos projets, dans nos milieux.
J'y vais avec un autre enjeu, donc faire de l'ingérence dans le rôle des autres, pas connaître notre rôle, donc toute l'importance au début d'un projet d'amener les partenaires à clarifier leur rôle dans le projet, les zones de chevauchement parfois, toute l'importance de mettre en place une gouvernance. Là, on dit « Ah, pas encore des comités ». Ça nous agace, les comités, quand ils ne sont pas efficaces, quand on ne sait pas ils servent à quoi. Mais quand les objectifs du comité sont clairement identifiés, quand les rencontres des comités sont clairement structurées avec des ordres de jour, avec des points à l'ordre du jour, formulés avec des verbes d'action qui nous permettent de voir clairement qu'est-ce qu'on poursuit dans la rencontre, puis que ce n'est pas seulement du partage d'informations. Si en faisant l'ordre du jour, on se rend compte que c'est juste du partage d'informations, ça nous amène peut-être à dire on va peut-être envoyer un petit courriel à la place. Donc, toute l'importance de structurer les partenariats. Puis aussi, je me permets, l'importance aussi qu'on développe nos compétences socio-émotionnelles ou psychosociales, s'autoréguler, avoir des comportements proactifs et autres. Dans plusieurs des enjeux que vous vivez, je suis convaincue que parfois vous constatez que l'enjeu, c'est un manque au niveau des compétences socio-émotionnelles de certains partenaires. Ils ne sont pas à blâmer. Le Québec est en retard. L'Organisation mondiale de la santé nous demande depuis plus de 30 ans de développer ces compétences socio-émotionnelles-là tout au long du parcours scolaire. Le Québec n'a pas emboîté le pas. On tente présentement de rattraper un peu tout ça. Quand on travaille en collaboration, c'est d'avoir l'humilité de dire « sont où mes faiblesses ?» puis je vais aller les développer, ces faiblesses-là. Je ne l'ai pas mis sur la diapositive, mais l'autre moyen, c'est d'aller en thérapie aussi. Tu te rends compte que ton besoin de reconnaissance est insatiable, puis que dans tous les comités où tu es, tu as ce besoin-là de te faire reconnaître. Va voir, ça vient d'où. OK? Je vous partage en toute humilité que quand j'ai commencé à collaborer, je vous le disais d'emblée, je n'avais pas les compétences nécessaires. Mais je portais des blessures d'enfance importantes qui m'empêchaient de collaborer de façon optimale. Quand j'étais petite, ce n'est plus le cas là, elle-même maintenant, mais ma mère ne m'aimait pas. Puis elle était très autoritaire. Fait que quand j'étais jeune adulte, puis j'ai commencé à collaborer, je me rendais compte que, collaborer avec des femmes autoritaires, je perdais mes moyens littéralement. Alors, des années de thérapie, OK? Pour penser cette blessure-là, puis apprendre à composer avec, pour me permettre de mieux collaborer avec des personnes avec qui, jadis, j'étais incapable, puis je me privais de l'expertise de ces personnes-là. Autre enjeu, mettre en place des relations hiérarchiques. Donc, toute l'importance d'accompagner les partenaires dans des relations égalitaires, non hiérarchiques, de sensibiliser les partenaires à l'importance de ces relations égalitaires-là dans un partenariat, à l'importance aussi de ne pas hiérarchiser les types de savoirs. Les savoirs des usagers sont aussi importants que les savoirs du médecin ou des savoirs de la personne chercheur. Vous l'avez vécu dans certains comités, j'en suis certaine, où il y a comme une hiérarchisation disciplinaire. Oh, le médecin, l'infirmière, le psychologue, le travailleur social, le technicien, et ça mène nulle part, là. Puis tous ces savoirs-là sont aussi riches les uns que les autres. Donc, toute l'importance de mettre en place des stratégies pour favoriser le partage de ce pouvoir-là. Certains auteurs nous invitent à toute l'importance de convenir ensemble du problème, des solutions, de favoriser les connaissances réciproques entre les personnes, de clarifier les rôles, j'en ai déjà parlé, puis toute l'importance de bâtir une relation de confiance. Ce qui m'amène au prochain enjeu, de prendre pour acquis trop rapidement que la collaboration est établie, toute l'importance en début de projet de prendre du temps pour établir la collaboration, de contribuer à créer des safe spaces, des espaces de sécurité. Quand vous êtes dans des collaborations où vous avez peur de parler, parce que vous avez peur d'être jugé, ça mène nulle part.
Donc, je vous partage les travaux de Metz, Metz et ses collègues, c'est mon coup de cœur de l'année. S'il y a un article à lire suite à cette présentation-là, c'est vraiment ces travaux-là qui nous parlent de toute l'importance de créer un climat où la vulnérabilité a sa place. J'ai été vulnérable avec vous aujourd'hui. Je suis convaincue que ça va créer une dynamique où quand je vais vous croiser dans les prochains jours, ça va vous permettre aussi d'exprimer la vôtre, d'encourager l'authenticité. Dans certains milieux, on nous apprend à avoir une image en plein contrôle de nos émotions. Ça mène nulle part. On n'est pas nous-mêmes. Toute l'importance d'être dans un processus d'engagement, d'apprentissage mutuel où on apprend autant, constamment, que des autres, que les autres de nous. L'importance de relations basées sur l'empathie, de la communication bidirectionnelle, sensibiliser les personnes qui parlent sans écouter, prendre du temps avec eux pour les sensibiliser à l'importance d'écouter aussi les autres. L'importance des relations fluides, efficaces, puis quand on vit des difficultés, d'une participation positive et constructive pour les dénouer. Autre enjeu, en lien avec l'approche d'expertise plus directive, donc de discuter avec les partenaires des limites de l'approche directive et plus d'expertise, et mettre de l'avant toute l'importance de l'approche d'accompagnement ou de facilitation qui nous invite à être vraiment à l'écoute des partenaires, de reconnaître leur expertise, leurs forces, leurs enjeux, puis de moduler le projet en fonction de ça, puis d'exercer un leadership collaboratif, puis prendre conscience que ce leadership-là qui s'exerce seulement si on est capable de miser sur les forces, nos forces, celles des personnes avec qui on travaille. Reconnaître aussi l'importance de se ressourcer. Vous le vivez vous-même, là. Quand on travaille trop, on devient plus impatient, on manque d'amour pour nos partenaires. Donc, l'importance de prendre soin de soi, de se centrer sur le sens de nos actions, le sens de notre mission, puis cultiver des relations authentiques et positives. Quand on se couche le soir, on dort beaucoup mieux. En lien avec le dernier enjeu de ne pas évaluer les processus et les résultats de nos collaborations, donc de reconnaître l'importance d'évaluer. Puis quand on dit évaluer, une équipe de chercheurs qui va venir évaluer le projet, pas nécessairement. On peut avoir des petits outils de monitorage, petits sondages, ou à la fin d'une rencontre, prendre le temps d'évaluer avec les partenaires leur perception quant à l'efficacité des rencontres, d'oser nommer. Au Québec, on n'ose pas nommer. On a peur de la réaction. On ne veut pas de chicane. Mais on prive les gens d'opportunités, parfois, de prise de conscience. Il y a des partenaires avec qui j'ai nommé des choses qui m'ont dit par la suite « Merci. Je sens que dans mes collaborations, il y a de quoi qui accroche dans ma façon d'être. » La personne était très fougueuse, un petit bœuf, portait une vérité. Personne n'avait osé lui en parler, probablement parce que les personnes avaient peur de se faire ramasser par la suite. Donc, d'oser aussi nommer le décalage entre investissement versus retombée. J'ai des partenaires dans la salle aujourd'hui qui m'ont vu aller, il y a quelques semaines, dans le cadre d'une rencontre, où j'ai osé nommer. Ces rencontres-là coûtent à l'État, là, si on calcule nos salaires, environ 30 000 $ par année. Est-ce que ce qu'on fait là, à s'ostiner, à prendre une heure pour valider le compte-rendu de la réunion d'avant et centrer sur la mission qu'on devrait poursuivre ensemble, en lien avec pourquoi on est là? Puis est-ce que c'est une bonne utilisation des fonds publics? Je pense que j'ai irrité certaines personnes, j'ai égratigné d'autres, mais je pense que pour d'autres, j'ai osé nommer quelque chose que d'autres n'osaient pas pour toutes sortes de raisons que je n'aborderai pas. Donc, quand on évalue aussi toute l'importance de prendre en considération les contextes politiques, économiques, culturels, sociaux et organisationnels, puis de s'inspirer de la science d'implantation. Peu connue au Québec, la science d'implantation nous offre des processus, des façons de faire dans nos projets qui nous invitent dès le début à d'abord commencer par une analyse des besoins, du contexte, pour s'assurer que le projet qu'on va développer puisse y être ancré
et des processus qui nous aident à penser la pérennisation. Hey, le Québec, là, on est champion d'innovation. Pas évalué, pas pérennisé. Vous n'avez vécu là, des buzz. OK, on se mobilise autour de ce projet-là, on l'implante 1 an, 2 ans. Oh, le porteur part, pouf, ça tombe à plat. Donc, s'inspirer de la science d'implantation. Donc, je termine brièvement en vous parlant un petit peu du projet Diapason, puis comment on a su actualiser ces conditions-là dans le cadre du projet. Donc, l'objectif ultime de Diapason, c'est de rehausser la qualité des services offerts aux enfants qui sont dans un contexte de négligence, à leur famille aussi, pour favoriser le plein potentiel, le développement de ces enfants-là, pour que ces enfants-là arrivent à l'école mieux préparés. C'est vraiment l'objectif ultime. Le contexte de ce projet-là, ça nous a pris plusieurs années pour négocier le financement avec le ministère de la Santé puis le ministère de la Famille. Donc, l'idée du projet qu'on avait au début, puis au moment où on a eu le financement, bien, le contexte du réseau, des réseaux avait complètement changé. Fait que quand on a reçu le financement, on était post-pandémique, avec l'épuisement, la pénurie de main-d'œuvre, avec beaucoup d'enjeux qu'on devait tenir compte. C'est un projet qui est hautement financé par ces deux ministères-là, qui croient à la portée de ce projet-là et à la possibilité qu'on puisse l'implanter éventuellement dans d'autres régions. Donc, il y a comme une certaine pression de réussite qu'on se met nous-mêmes parce que l'objectif ultime, on y croit, puis on en a besoin au Québec de projets qui contribuent à cet objectif-là, mais il y a cette pression-là. Ce projet-là, il se déroule dans 2 régions qui ont des réalités différentes. Puis une de ces régions-là, je ne vous en parlerai pas, mais peut-être vous allez la reconnaître. C'est une région, à chaque fois qu'on collabore avec cette région-là, il va être les meilleurs. Fait qu'il y a une des régions qui veut vraiment toujours être la meilleure, fait que ça l'ajoute à la complexité des choses. Un projet qui implique de nombreux partenariats qui ne sont pas habitués de travailler ensemble. Donc, c'est un projet qui implique plusieurs intervenants et gestionnaires des CIUS, plusieurs personnes des centres de la petite enfance, les personnes directrices, les personnes éducatrices, personnes des regroupements des centres de la petite enfance, puis l'équipe de recherche, composée de chercheurs, copilotés par moi, puis Georges Tarablusi, que vous connaissez peut-être, qu'on s'apprécie, mais on n'avait jamais collaboré ensemble, donc ça ajoute. Première stratégie qu'on a mis en place. Je ne vous présenterai pas le modèle logique au complet, mais c'est juste pour vous dire que derrière chaque case que vous voyez là, il y a eu des heures de discussion entre les partenaires pour dire, maintenant qu'on a le financement, en lien avec les enjeux qu'on a dans le réseau de la santé puis le réseau des CPE, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire dans ce projet-là? Quels sont les changements souhaités? Puis qu'est-ce qu'on va mettre en place pour atteindre ces changements-là? Donc, on aurait pu foncer droit devant sans faire ça, mais les partenaires, au final, se seraient demandé qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, puis comment. On a aussi nommé des personnes coordonnatrices qui sont au cœur du projet. Donc, des personnes qui travaillent au cœur des organisations qui sont centrales à ces projets-là. Puis, on a nommé des personnes qui jouent des rôles de facilitatrices. Dans tous les projets, je dis souvent, moi, je m'entoure de Jedi. Donc, dans ce projet-là, on a trouvé des Jedi qui portent la même mission de contribuer au mieux-être de ces jeunes-là, mais qui sont très forts au plan relationnel et de faciliter la collaboration avec les partenaires. Donc, on a embauché aussi les personnes professionnelles, les stagiaires qui étaient au cœur du projet. Puis, on a permis, avec ces personnes-là, de dire, voilà le terrain de jeu du projet, puis co-construisons ensemble le rôle que vous allez jouer dans ce projet-là pour ne pas leur imposer. Alors, c'est vraiment porteur pour eux. On a mis en place la gouvernance. Je ne décrirai pas toutes les instances, mais vous les voyez, il y a énormément de comités. Je peux le dire, mais mon collègue Georges Tarablusi n'est pas habitué de mener des projets comme ça. Puis il m'a dit, mais voyons donc, c'est quoi ça, ces comités-là? J'ai dit, fais-moi confiance, Georges. On a besoin de créer ces instances-là pour co-construire avec nos partenaires la vision, puis pour s'entendre
vers où on va dans le projet. La fréquence des rencontres, on va la diminuer plus le projet va avancer, mais on se doit de rencontrer ces partenaires-là régulièrement si on veut que ça fonctionne. Donc, quelques pistes qu'on a mises en place. Donc, prendre le temps de développer une vision commune du projet et des liens. Miser au début sur la régularité des rencontres. Créer des moments plus informels. Dernièrement, j'ai invité certains partenaires névralgiques à venir travailler à la maison chez moi autour d'un repas pour prendre le temps de connecter autrement, pour nous aider à surpasser certains différends puis pouvoir les aborder. Reconnaître les enjeux des partenaires, adapter le projet en fonction de ça. On avait prévu, nous, au début, plein de formations pour les éducatrices en CPE. C'est pas réaliste. Il en manque. On ne peut pas les libérer pour ces feux. On a dû être créatifs, créateurs pour identifier d'autres façons de les former. Reconnaître la contribution des partenaires. Donc, parler en nous et non en mon projet. Donc, toute l'importance de changer notre discours. Prendre le temps de dénouer des enjeux. Donc, revenir à l'objectif ultime du projet. Utiliser l'humour pour détendre. J'ai dit à Georges, vous pourrez dire si vous le connaissez. J'ai dit à Georges, hey, la dernière rencontre virtuelle qu'on a eue, là, si tu avais été à côté de moi, là, je t'aurais mordu le mollet. Puis j'ai expliqué pourquoi. Mais le lien est créé, il sait que je l'apprécie dans toutes ses forces, mais je devais lui nommer un irritant majeur que je rencontrais dans le projet. Ça lui a permis de réaliser qu'il n'avait pas réalisé comment ces mots pouvaient être interprétés auprès de nos partenaires. Donc, nommer les inconforts de façon respectueuse, avec humour, oser les nommer. Puis, dernière chose, je pense que je termine avec ça, si je ne me trompe pas. Donc, osons inspirer l'espoir face aux nombreux enjeux. Vous le vivez dans vos milieux. Il y a de nombreux enjeux présentement, puis il ne faut pas baisser les bras. Il faut tenter de transformer ces enjeux en opportunités de penser autrement, de faire autrement. Puis on doit, avec nos partenaires, montrer qu'on croit puis qu'on a encore de l'espoir pour composer avec ces enjeux-là. Alors, je termine. Donc, la collaboration. Je posais la question plus tôt, est-ce que c'est plus simple à dire qu'à actualiser? Donc, vraiment oui. Mais elle est incontournable pour contribuer au mieux-être des populations et de l'humanité. Puis, bien, et vous, quelles conditions mettez-vous en place pour faciliter vos projets collaboratifs? Alors, merci.